Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va reprendre par cette conférence. Moi, je suis Dian Kazmajou, coach agile chez Soprasteria, et je suis accompagné de Yann. Donc Yann Kosker, chef de projet à la direction de la transformation et plus particulièrement, direction de la transformation chez Crédit Agricole Assurance et plus particulièrement sur le domaine les projets métiers, épargne, prévoyance et retraite. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'un monolithe qu'on va essayer de rendre agile. Alors pourquoi est-ce qu'en monolithe, on va voir que c'est un produit qui est au cœur du système d'information chez Crédit Agricole Assurance, avec un historique assez conséquent. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir un petit peu le changer. Et ce changement, on s'est surtout aperçu que le fait de juste définir une nouvelle organisation, mettre en place de nouveaux rôles et définir un processus, ce n'était pas suffisant. Il fallait au-delà dans ce contexte un petit peu particulier. Donc le contexte Ingenium, qui est notre monolithe. Donc Ingenium, c'est un progiciel qui avait été développé par Solcorp, une boîte canadienne, en COBOL, pour lequel Crédit Agricole Assurance a fait l'acquisition en 1998 pour être implémenté dans son système d'information. Et Sopra est partenaire depuis une vingtaine d'années sur les développements de ce progiciel dans notre organisation, nous accompagne. Et donc ça représente à peu près 14 millions de lignes de code. Donc c'est une application assez lourde à maintenir et à faire évoluer, avec des fortes intégrations aux parcours digitaux. Donc elle permet de gérer 5 gammes de produits, l'épargne, monosupport, multisupport, les rentes, la prévoyance, l'obsèque. Ça représente plus de 200 millions de transactions par mois et on gère 14 millions de contrats actifs. On a un patrimoine de 37 millions de contrats dans le système d'information. Donc l'écosystème, donc c'est un applicatif, comme on disait, qui est au cœur du système d'information du système Crédit Agricole Assurance. Donc il y a... Merci, Jean. Donc on voit que là, Ingenium est tout petit en rouge au milieu et il est connecté avec l'ensemble des autres blocs applicatifs, que ce soit les postes de distribution conseillers ou de gestion back-office, avec les blocs qu'on appelle blocs aval de financiers, d'encaissement-décaissement, les blocs de gestion de la donnée, décisionnel et plateforme, incluant la plateforme data. Donc on voit que beaucoup d'interactions avec beaucoup d'autres blocs applicatifs et à ce jour, avant qu'on lance notre transformation agile sur notre bloc Ingenium, on avait déjà les postes conseillers, les blocs data qui, eux, étaient organisés en mode agile et en mode train d'ailleurs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on souhaite s'agiliser, pour aussi mieux rejoindre les trains existants et mieux se coordonner avec l'ensemble des autres blocs du système d'information. Donc, comment on est organisé, et ça reste organisé comme ça aujourd'hui, malgré l'agilisation des blocs digital, data, l'évolution du système d'information est cadencée sur 2 grandes versions majeures qu'on appelle pair et impair, une livraison en avril pour la version impair et une livraison vers octobre pour la version pair. On a aussi une version TFA pour les traitements de fin d'année. Et donc ces versions sont cadencées avec toute une phase donc on était sur du cycle en V, en tout cas avec une phase d'instruction, de conception, de développement et toute une phase de recette là qu'on appelle la phase d'accostage, qui dure environ 3 mois sur chacune des versions.
Donc, au fil des ans, on avait industrialisé les développements. On avait une rationalisation de nos développements dans nos 14 millions de lignes de code. On a un nombre de services important et on mutualisait les développements sur ces services pour rationaliser les coûts. Mais on a une longue phase d'accostage pour permettre de stabiliser les versions entre l'ensemble des blocs qu'on a vus précédemment. Et voilà. En tout cas, voilà. Au fil des ans, il y avait quand même un processus qui avait été mis en place qui permettait vraiment de sécuriser le delivery avec des enjeux cruciaux et majeurs pour l'entreprise. Donc forcément, quand dans cette démarche-là, on va chercher à mettre un petit peu d'agilité, l'idée, c'est de ne pas perdre la confiance des différents métiers sur le delivery qui est fait, puis à assurer la qualité de service. Dans ce contexte-là, on a commencé par se poser la question, et c'est un élément important, c'est pourquoi est-ce qu'on va aller vers de l'agilité. Le but, c'était pas juste de se dire, on va faire comme les blocs aval. C'était pas ça l'objectif. C'était quand même surtout aussi de chercher du sens, de comprendre un petit peu et d'essayer de trouver, d'identifier le pourquoi. Parce que sans pourquoi, ça allait être très délicat de pouvoir amorcer le changement à ce niveau-là. Donc ça, c'est un élément important. Pour définir ça, on a travaillé avec les principaux acteurs et en particulier le sponsor pour essayer de déterminer vraiment quels sont les grands éléments qui vont nous permettre d'orienter notre transformation. Tout d'abord, au niveau des équipes, il faut voir qu'il y a une partie des équipes qui est un centre de service délocalisé qui ne sont pas forcément sur le même site. Donc, et puis il y a l'ensemble des autres équipes connexes, des autres blocs avec lesquels on interagit. Et l'idée vraiment, c'était de travailler mieux ensemble et de voir comment travailler mieux ensemble en partageant les objectifs, casser un petit peu les silos et puis essayer d'améliorer un petit peu cette qualité parce que forcément, dès qu'il y a des silos, il y a des problématiques de communication, on ne se comprend pas forcément toujours bien et derrière, après, il faut améliorer cette qualité-là. Donc ça, c'était un des premiers enjeux, un des premiers chantiers que l'on voulait mettre en place et pour expliquer un petit peu le pourquoi. Deuxième aspect, le métier. Donc forcément, c'est un élément clé. L'idée, c'est de pouvoir partager plus rapidement les avancées, avoir du feedback plus rapidement. Et ça, c'est un élément clé aussi, parce que vous avez vu la grande phase d'accostage, c'est-à-dire que chacun travaille un petit peu dans son coin. Après, on assemble tout. Et là, on peut commencer à tester de bout en bout. Et si jamais il y a du feedback, des éléments à prendre en compte, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'était de pouvoir s'assurer un peu plus tôt qu'on est dans la bonne direction et qu'on apporte la bonne valeur aux clients. Et pour finir, c'est les contributeurs de notre monolithe à Ingenium qui c'était pas toujours évident de se synchroniser, de faciliter l'alignement. Donc c'est d'avoir des méthodes de travail et un processus un petit peu commun pour s'assurer que à intervalles très réguliers, on arrive à se coordonner, à se synchroniser et pouvoir essayer de tester des choses et d'intégrer des choses beaucoup plus tôt. Donc voilà les principaux enjeux qu'on a déterminés pour accompagner notre transformation. En termes de démarche, donc c'est quelque chose qu'on a commencé en septembre. Et pour nous, il était 2023, je précise l'année, toujours. Effectivement, septembre 2023. Et la première chose, une fois qu'on a défini un petit peu le sens vers où on voulait dans la transformation, c'était de travailler avec les différentes équipes, les différents partenaires, pour définir, vraiment co-construire la façon dont on allait implémenter et mettre en place l'agilité. Avec des étapes intermédiaires où on a présenté les différents travaux qui nous intéressaient, enfin qu'on avait pu produire. Donc définir un petit peu le modèle d'implémentation, les différents aspects à ce niveau-là. Donc dedans, on avait plusieurs chantiers. On avait le chantier organisationnel, le chantier processus, et puis un gros chantier aussi sur l'aspect outillage et les éléments sur lesquels on va revenir après, qui est quand même crucial dans notre contexte. Parce qu'effectivement, mettre en place de l'agilité sur un gros système avec des méthodes de développement un petit peu anciennes et puis une architecture très complexe, forcément, ça nous a forcé à travailler sur l'outillage. On a démarré en juin 2024 une première expérimentation. L'idée, c'était de prendre un petit sujet et puis de commencer à mettre en place un petit peu le modèle qu'on avait déterminé. Manque de chance. Comme souvent, ce sujet-là a été arbitré, donc on a dû arrêter l'expérimentation au bout d'un peu plus d'un sprint. Mais
Par contre, ça nous a quand même permis de commencer à avoir un petit peu un feedback sur ce qu'on avait prévu, de commencer à travailler sur des adaptations et consolider un petit peu ça pour justement pouvoir après se dire que ce qu'on avait imaginé, c'était plutôt pas trop mal. Ça a arrivé à produire des résultats. Ça a rassuré aussi le sponsor, qui fait que derrière, lorsqu'on a relancé une nouvelle expérimentation, on est parti sur un périmètre qui était beaucoup plus large, où on est directement parti sur une nouvelle version. Donc là, on a initialisé cette nouvelle version. Donc c'est la mise en place du backlog, enfin on reviendra dessus, la mise en place du backlog, les différents sprints. Et là, on a déjà livré la première version et on est en train de travailler sur la finalisation de cette version-là. Donc on a commencé ça fin d'année, début d'année, avec, on va dire, un go un petit peu tardif par rapport au planning, au planning habituel des versions, mais globalement, on a bien démarré. Et là, on a démarré aussi la version sur les travaux de fin d'année, donc toujours un petit peu en mode expérimental, hein, mais avec quasiment l'ensemble du volume qui est dans l'expérimentation, en fait. L'idée, c'est on aura fait à la fin de l'année un cycle complet sur lequel derrière on va pouvoir généraliser après derrière à partir de l'année prochaine. Donc forcément, dans cette démarche-là, ça nécessitait beaucoup de formation, d'accompagnement pour la mise en place un petit peu de tout ça. Et on va le voir en détail un petit peu après. En termes de nouvelle organisation, hein, l'objectif, comme on a dit, c'était bien de désiloter et d'effectuer un rapprochement dans les équipes existantes, hein, et notamment que ce soit et surtout un rapprochement entre les équipes CAS et les équipes Sopra. Et notamment pour que n'importe qui puisse jouer n'importe quel rôle. Enfin, c'était une des ambitions, en tout cas au début. Donc, en termes d'organisation, hein, on s'est organisé donc, en squad. On avait déjà une squad existante qui était une squad de faisabilité, donc ça n'a pas bougé, qui participe au cadrage et au chiffrage, parce que malgré tout, on reste aujourd'hui quand même dans un cycle en V, où on va avoir des expressions de besoins métiers qui sont cadrées. Et une fois qu'on a un go instruction, c'est là que les équipes projet et donc la nouvelle squad interviennent. Enfin, avant, c'était une équipe CAS qui intervenait sur la phase d'instruction, puis qui donnait le relais à l'équipe de conception-développement qui était portée par Sopra. Donc aujourd'hui, on a une seule squad qui rassemble à la fois des business analystes Sopra et des business analystes CAS, avec donc un product owner qui gère la backlog, qui découpe les projets et les expressions de besoins en features, et un Scrum Master qui est aujourd'hui côté Sopra, qui organise, qui conduit les équipes, qui conduit les équipes de développement, je veux dire. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais dans notre équipe CAS, on avait aussi des chefs de projet, enfin des RPIT, hein, qui coordonnaient les projets pour l'ensemble des blocs applicatifs. Donc là, ils sont un peu exclus de notre squad. Hein. Aujourd'hui, notre squad est organisée comme comme sont organisés les squads de digital ou data, et le RPIT coordonne maintenant l'ensemble des squads métiers, on va dire, ou plateforme assurance, digital et data. Voilà. Donc, effectivement, dans l'organisation, on a gardé encore, même si on a une seule version dans l'année, cette version-là va regrouper tout un ensemble de projets. Et la squad va travailler sur l'ensemble des projets qui sont pilotés, chacun des projets est piloté par les RPIT. Donc là, on voit qu'il y a un rôle majeur de coordination un petit peu dans ça. Les projets n'arrivent pas tous forcément au même moment, même avec le même niveau de maturité. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à coordonner un petit peu tout ça. Et ça, c'est le rôle de l'équipe. Et aussi du release manager qui est là pour s'assurer que la version conserve un petit peu la cohérence globale et d'arriver à suivre un petit peu l'accostage un petit peu de cette version.
Donc la modification des processus, on reste en amont et quelque part en aval, et on va rester sur le processus un petit peu existant, sur la préparation, même s'il y a eu des impacts sur typiquement la faisabilité du cadrage, où on va retrouver des aspects qui changent un petit peu dans la formalisation des éléments dans le dossier de cadrage. Après, c'est vraiment la phase de construction qui va se dérouler en agile, où là, on va enchaîner les différents sprints. Pour la phase de qualification d'accostage, pour le moment, elle va rester, on va dire, identique à ce qui se passait de manière précédente. Et notre enjeu et notre objectif, justement, c'est petit à petit d'essayer de réduire cette phase-là avec tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, en particulier en termes de tests automatisés. En effet, aujourd'hui, au cours de l'expérience, cette phase de qualification, alors désolé parce qu'elle s'appelait accostage sur le slide précédent, mais cette phase de qualification, c'est le moment où tous les blocs se rejoignent et se sont assemblés pour effectuer la recette, enfin les différentes recettes qui s'écoulent sur une durée d'environ 3 mois. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas changé. Mais comme disait Zian, on le verra plus tard, c'est un de nos objectifs que de pouvoir s'assembler plus tôt pour pouvoir faire un shift left sur l'ensemble de nos tests. Concernant la squad, elle travaille en mode de sprint, des sprints de 3 semaines avec le classique, ça, il n'y a pas de changement. On a quand même une coordination un petit peu en mode, on va dire, PI, où tous les 3 mois, on essaie d'avoir une vision un petit peu de d'où on en est à ce niveau-là, comment est-ce qu'on se projette sur les 3-4 prochains sprints, et puis quelle est la coordination qu'on a avec les autres blocs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui était nouveau. Et en parallèle de ça, il reste la comitologie des différents projets sur lesquels on a cherché un petit peu à essayer de voir quelle pouvait être la rationalisation en termes de livrables, en termes de réunions, pour éviter justement, donc en fonction des rôles, de voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de simplifier ça et d'éviter d'avoir des redondances dans les réunions pour optimiser l'ensemble. Et sur la partie du bas, il y a toujours une phase de coordination avec les équipes d'intégration et les équipes du centre de test qui pilotent la phase de qualification. Donc, un des gros changements pour les business analysts de la squad, c'est sous la responsabilité du PO, mais c'est donc la description des besoins et le découpage en features de ces besoins. Donc l'objectif de ce découpage, c'est que ça reste un découpage donc fonctionnel qui puisse apporter une valeur à la fin de sa réalisation, à la fin lors de la livraison du sprint. Donc ça doit rester fonctionnel. Et donc c'est un changement de paradigme pour nous, parce qu'aujourd'hui on faisait des spécifications sur l'ensemble d'une expression de besoin. Aujourd'hui c'est une étape supplémentaire que ce découpage. On n'a pas encore embarqué le métier qui nous permet de faire ce découpage, donc c'est sous la responsabilité de la squad. Donc, puis ce découpage en feature est raffiné ensuite en user story et technical story quand il y a lieu, puis en tâche bien entendu. Ce qui a changé aussi et qui a une grosse évolution dans notre méthode projet, c'est que on a une méthode d'estimation qui est effectuée aujourd'hui en complexité, contrairement à ce qu'on avait avant où on avait une méthode de chiffrage basée sur des ABAC, qui était validé entre les parties CAS et SSG tardivement, en fait, largement post-go projet, et qui pouvait induire des dérives budgétaires. Alors que là, la méthode de chiffrage en complexité nous permet en tout cas d'avoir une restitution de la part de la squad, qui est aujourd'hui, les développeurs restent encore soprins, on n'a pas encore réussi à atteindre l'ambition où tout le monde peut jouer tous les rôles. Mais donc un chiffrage en tout cas plus tôt, voire même avant nos go projets, ce qui nous permet donc d'avoir des budgets qui dérivent beaucoup moins. Sur l'estimation en ABAC, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, elle était faite vraiment au niveau composant.
Donc tant qu'on n'était pas rentré dans la spécification technique, on n'avait pas identifié l'ensemble des composants et donc l'estimation ne pouvait pas être faite. Là, l'idée, c'est sur l'estimation en point de complexité, c'est d'essayer de pouvoir la voir en restant au niveau fonctionnel, sans avoir fait le détail un petit peu sur l'ensemble des impacts et de pouvoir arriver à avoir cette estimation beaucoup plus tôt. Donc ça permet justement de pouvoir faire des choix, des arbitrages beaucoup plus rapidement. Avec une problématique aussi à traiter sur, et ça c'est conséquent sur un périmètre, on va dire, aussi important, c'est-à-dire qu'il y a aussi la documentation à prendre en compte qui est cruciale dans ce cas-là, c'est-à-dire s'assurer que l'ensemble des user stories que l'on va faire mette bien à jour l'ensemble des documentations stock qu'il y a, parce qu'avec un historique pareil, forcément, si on n'a plus de documentation, on ne maîtrisera plus le périmètre qui a pu être fait. Donc c'est de voir comment réintégrer les demandes qu'on avait dans les user stories dans la documentation stock et s'assurer que ça soit bien pris en compte dans le cadre du processus. Un autre très gros changement pour les équipes, c'est un nouveau processus de développement où effectivement, au préalable, il y avait vraiment une décomposition analytique. On cherchait vraiment à rationaliser les différents développements. Donc sur cette base-là, dans un composant qu'on avait identifié des modifications, on prenait l'ensemble des modifications qui étaient faites pour les différents besoins. Puis derrière, après, on les développait tous ensemble et on vérifiait que c'était cohérent. Là, avec le développement maintenant, avec les différentes user stories qui arrivent, le fait que certains sujets vont pouvoir arriver, ne vont pas arriver, vont être priorisés de manière différente, on change complètement. Et il a fallu trouver de nouveaux outils pour permettre ça. Donc sortir d'un environnement, on va dire, COBOL pour le développement et passer sur un environnement beaucoup plus open avec une gestion de conf. Alors je ne vais pas dire moderne, parce que Git, c'est pas vraiment du moderne, mais en tout cas de mettre en place une véritable gestion de branche, de pouvoir avoir une gestion de conf, on va dire, up-to-date qui va nous permettre de pouvoir jouer un petit peu avec ces éléments-là et voir comment le faire. En effet, avant, on avait maximum 2 lots de livraison qui étaient effectués par Sopra, donc au moment des phases d'assemblage, et qui intégrait l'ensemble d'un dossier pour chaque lot, quoi. Enfin, en lot 2, ce qui pouvait arriver, mais ce qui était rare, c'était l'ensemble du dossier qui était livré en lot 2. Là, aujourd'hui, du coup, la méthode de développement permet vraiment d'avoir des livraisons en fin de sprint qui ne correspondent pas à l'intégralité d'un sujet, parce qu'elle a été prise. Enfin, les user stories sont bien entendu priorisées par la valeur qu'elles peuvent apporter, comme disait Jean aussi, en fonction de leur maturité avant le démarrage du sprint. Donc l'impact sur les tests, c'est que, en tout cas du point de vue CAS, on pouvait commencer nos tests que post-assemblage et on avait avant un effet tunnel entre le début, on envoyait nos spécifications à Sopra qui allait faire toute la phase de conception et de développement qui durait environ aussi 3 mois, voire un peu plus. Aujourd'hui, l'avantage de notre nouvelle démarche, c'est qu'à chaque fin de sprint, on a des livraisons qui nous permettent des tests au niveau des user stories plus tôt. C'est le shift left dont je parlais tout à l'heure, où on gagne du temps sur notre phase de test applicatif au moment de l'accostage. On a des problématiques à traiter là-dessus aussi, malgré tout, sur nos tests de non-régression, parce qu'on est toujours très intriqué dans nos objets. Et donc, un de nos axes d'amélioration, ça va être aussi de pouvoir mettre en œuvre des tests automatisés de non-régression d'un sprint sur l'autre, afin de vérifier que l'ensemble des cas passants sur le sprint précédent reste valide sur le sprint qui vient d'être livré. Et voilà, en gros, en tout cas aujourd'hui, l'impact sur les tests, c'est ce shift left où pour nous, on peut tester plus tôt. Et ce qui est aussi après un impact sur la phase de qualification, puisqu'on va pouvoir donner des feux verts plus tôt à l'ensemble des intervenants du centre de test.
et donc obtenir probablement, enfin on n'est pas allé jusqu'au bout du cycle, mais on espère obtenir une meilleure qualité de test puisqu'ils vont pouvoir faire plus de cas de test sur la période de l'ensemble de la phase d'accostage. Un des impacts quand même aussi sur la partie test, c'est-à-dire que la préparation des tests doit se faire beaucoup plus tôt aussi. Et c'est vrai que généralement, les spécifications étaient données, puis après les gens peuvent travailler sur les tests et les jeux de données. Mais là maintenant, avec les US, on va avoir les specs. En même temps, alors c'est un périmètre plus petit, mais en même temps, on va avoir les cas de test et les données qui vont permettre de voir ça. Donc ça a eu un impact aussi sur cette phase-là. En effet, dans notre cadencement de nos travaux côté CAS, c'est bien, s'il y a un changement d'état d'esprit à opérer, donc qu'on essaye d'entraîner, ou comme vient de le dire Zian, avant on faisait des spécifications et ensuite des matrices de test. Aujourd'hui, il faut que la spécification inclue la matrice de test, puisque ça fait partie de la definition of ready pour les débuts des travaux dans le sprint. Pardon. En termes d'intégration, et ça c'est aussi un changement de paradigme assez important, qui est plutôt bien accompagné. En tout cas, je pense que les équipes d'intégration ont bien compris les éléments. C'est avant, la matière était donnée à l'équipe d'intégration qui se chargeait d'intégrer toute la matière, de rassembler les éléments quelque part et puis de gérer un petit peu tout ça. Et là, le changement de paradigme, c'est l'équipe d'intégration fournit les outils pour que les équipes de développement soient autonomes pour pouvoir le faire. Et donc forcément, les outils sont créés ad hoc, avec des phases d'échange, d'aller-retour et d'optimisation sur les différents outils à ce niveau-là. Mais globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. En tout cas, ils nous mettent à disposition tout ce qu'il faut pour que l'équipe soit autonome en termes de gestion des reports, de la gestion des branches. Parce qu'effectivement, quand on a des cycles assez longs, forcément, il y a des reports des correctifs qu'on peut avoir en production, des choses comme ça. Le déploiement sur les différents environnements où les équipes sont autonomes, le fait de pouvoir passer tous les tests automatisés de non-régression et de pouvoir aussi faire les mises à jour de bases de données, en particulier à récupérer des données, parce que on a un nouveau besoin qui arrive. Dans le jeu de données initial, on ne l'a pas, forcément, parce que c'est un cas particulier, donc il faut arriver à le redescendre d'une autre base pour récupérer les éléments pour pouvoir tester. Donc en termes d'intention, en tout cas, comme je disais, aujourd'hui on gère 5 gammes, il y a une forte intrication de nos objets avec du code qui est devenu inutile. Donc l'objectif de demain, ça fait partie aussi de d'un de nos chantiers de l'agilisation, c'est de raffiner, de spécialiser nos objets, quitte à les dupliquer pour les spécialiser pour chacune des gammes, parce que c'est ces actions-là qui vont nous permettre d'orienter, de nous orienter produit. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un produit, on gère 5 gammes. Et l'objectif étant d'obtenir un ingénium, et pas un ingénium prévoyance, un ingénium retraite, et qui soit piloté par autant de product owners, avec autant de squads, si bien entendu les travaux, les projets le permettent. Je vais passer sur les détails de ce slide, mais voilà, l'objectif, c'est d'obtenir vraiment 3 produits à minimum ingénium afin d'être pilotés par 3 squads. C'est vrai que quand même l'impact sur l'architecture et l'évolution est important. C'est parce qu'on a cette architecture-là aussi qu'on a besoin d'avoir une phase d'accostage aussi longue pour s'assurer que derrière, on ne casse rien. Et le fait de désimbriquer un petit peu ces aspects-là devrait nous permettre de pouvoir gagner en souplesse et aussi en agilité, diminuer cette phase-là. Donc on voit bien que l'impact qu'on peut avoir est crucial à ce niveau-là, et sans prendre en compte cet élément, ça va être difficile de pouvoir arriver au niveau d'agilité que l'on souhaite. Donc un petit slide sur les indicateurs mis en place. Donc là-dessus, ça nous a permis de sortir de nouveaux indicateurs, bien entendu, en fonction de nos user stories, de leur complexité, et de voir l'avancement par projet du poids réalisé. Ça nous a permis aussi, donc sur les indicateurs de sprint,
d'ajuster, parce qu'on est encore une fois pas en mode capacitaire, pas encore en tout cas, même si c'est probablement une intention à moyen terme, mais d'ajuster la capacité à faire en fonction des travaux qui étaient arrivés tardivement, hein, comme on l'a dit rapidement tout à l'heure, on est parti tard, il a fallu transformer nos spécifications en US, ce qui a donné du retard sur le lancement, mais en tout cas il y a eu une bonne réactivité côté le squad, avec un ajustement, un renforcement, ce qui a permis d'absorber jusqu'alors le retard. On a mis des indicateurs sur le suivi des tests qu'on avait déjà avant, mais on les a remis pour illustrer encore une fois le fait qu'aujourd'hui on a quand même une bien meilleure visibilité sur les tests et qui sont accomplis, réalisés, passants, puisqu'on peut tester plus tôt. Bon, et voilà, une série d'indicateurs avec, pareil, hein, l'illustration des PI qui nous permettent de nous organiser, projeter les travaux là-dessus, qui sont en cours et qui seront à venir, avec une inclusion notamment, malgré tout, sur certains sujets du métier, où on a réussi aussi, sur certains projets, à faire des démonstrations au métier en avance de phase, alors que sur notre démarche antérieure, on n'aurait jamais vu ça. Donc un premier bilan, malgré un démarrage tardif et puis le fait qu'on n'ait pas encore fait l'intégralité du processus, globalement en termes de visibilité, de partage, on est là. En termes de compréhension aussi, par rapport à la richesse des échanges qu'on peut avoir aux différentes réunions, en particulier en sprint planning ou même en réunion d'affinage, hein, on voit quand même que on a évité pas mal, même en démo, hein, on a évité quand même pas mal d'incompréhensions potentielles et on a pu les corriger beaucoup plus tôt, plutôt que d'habitude, c'est des choses qui arrivent beaucoup, hein, qui sont corrigées en phase d'accostage. Donc des démos, Yann en a parlé, qui ont été présentées, validées plus tôt. Pas mal d'axes d'amélioration qui ont été identifiés et traités, et ça on peut remercier les différentes squads qui jouent vraiment le jeu et qui travaillent sur des axes d'amélioration, qui déterminent l'ensemble des axes d'amélioration, donc ça se passe plutôt pas mal. Forcément, on a rencontré quelques difficultés avec l'outillage, mais quelque part, c'est normal parce que il est tout nouveau, donc il faut le mettre en place, il faut l'éprouver. Et grâce au soutien de l'équipe intégration, on a quand même aujourd'hui quelque chose qui commence à tourner et qui roule plutôt pas trop mal, quoi. La livraison en avance de matière n'est pas encore suffisamment exploitée dans le sens où dans certains cas, on aurait peut-être pu tester un petit peu plus tôt, et ça n'a pas été fait pour différentes contraintes opérationnelles, mais on voit que ça fait partie des axes d'amélioration qu'on a. Et aussi un impact qu'on a eu au niveau des équipes, on a lissé les activités et on a plusieurs activités en parallèle. Donc effectivement, avant, on avait une phase, je faisais mes specs, je faisais mes 4 tests, je faisais du test. Là, aujourd'hui, potentiellement, les gens vont faire un petit peu de tout en parallèle et ça peut être des fois un petit peu stabilisant. Et globalement, on a quand même une adhésion des équipes qui est plutôt pas trop mauvaise de ma part. Même s'il reste de l'accompagnement à faire voilà, en effet, on a quand même des freins encore à lever. Mais on a quand même certaines personnes qui adhèrent bien à la nouvelle démarche. En tout cas, là-dessus, on ne la voyait pas sur le slide précédent, mais en tout cas, on a l'impression qu'on a une plateforme qui devient quand même plus attractive, hein, avec de nouveaux outillages et qui pourrait attirer quand même aussi de nouveaux talents, malgré le fait qu'on reste sur une technologie COBOL, mais on utilise des outils qui sont quand même, alors pas tout à fait à l'état de l'art, mais déjà qui s'en rapprochent, quoi. Mais donc la suite, en effet, le gros challenge de la fin de l'année, hein, c'est une synchronisation avec le train existant pour coordonner nos travaux au mieux. L'harmonisation donc, des pratiques entre nos différentes équipes, hein, et la fluidification des échanges. Donc on en a parlé du raffinement et de la modernisation de l'applicatif, hein, pour tendre vers un mode produit épargne, un mode produit et vraiment épargne, prévoyance, rente.
poursuivre l'automatisation des tests pour s'assurer de la non-régression de sprint en sprint, pour calculer une couverture de code, pour s'assurer que la couverture de code est complète. Hein. Les outils qu'on utilise aujourd'hui nous le permettent, ce qui n'était pas permis avant. Et donc améliorer l'outillage, tout ça pour être en capacité de livrer plus régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on envisage, on a des circuits qu'on appelle de troisième voie de livraison. Il y avait la version, les TFA, une troisième voie de livraison. Il est envisageable à court terme, moyen terme, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, d'embarquer dans cette troisième voie de livraison qui est livrée régulièrement, elle, et qui n'est pas cadencée sur des échéances, d'embarquer un certain nombre de features pour lesquelles l'ensemble des tests aurait été éprouvés et validés. On a un peu dépassé. Donc, oui. Si vous avez des questions. Il y en a une à distance. Vous faites des tests bouchonnés avant l'accostage pour anticiper les éventuelles anomalies? Aujourd'hui, oui. Donc dans ces premières expérimentations, c'est bien comme ça que l'on fonctionne, qu'on est obligé de fonctionner. Mais encore une fois, c'est notre objectif que de nous coordonner au mieux avec le digital pour justement pouvoir faire des tests applicatifs des tests applicatifs et intégrés avec le digital plus tôt afin d'éviter d'avoir des tests à faire embouchonnés. Enfin, que ce soit avec des blocs front, je parle du digital parce que c'est le plus fréquent, mais idem avec les blocs aval, avec l'ensemble des blocs du système d'information. Oui, bonjour, moi j'avais une question dispositif. En fait, j'ai pas tout à fait compris s'il y avait une squad ou plusieurs, combien de personnes ça représente, et si la cible, c'est bien de faire in fine 3 produits avec 3 équipes produits organisées dans un mode train qui va se rapprocher plus de safe. Est-ce que c'est ça? Alors, sur la première partie de la question, je peux répondre. Alors, effectivement, à ce jour, dans l'expérimentation, on n'a qu'une seule squad. Enfin, une deuxième avec la partie... Oui, avec la partie TFA, puisqu'elle n'est pas sur le même rythme. Les TFA ne sont pas tout à fait... la livraison des TFA n'est pas sur le même rythme. Mais sinon, dans les versions majeures, pair et impair, on a une seule squad. Ça représente un dispositif d'une dizaine de personnes, finalement, si on prend le dispositif CAS SSG. Le vœu, c'est bien d'avoir 3 squads alignés sur les métiers pour vraiment répondre à un mode produit. Mais ça va dépendre des projets du plan budget, du plan projet qui sera à venir. Et de la charge associée, c'est-à-dire que là, en l'état, en fait, d'une version sur l'autre, entre les différents produits, il n'y a pas toujours le même volume d'activité. Et on se serait retrouvé potentiellement avec des squads avec un seul développeur. Donc, on perd le côté mutualisation au niveau des développeurs. Donc, on a étudié les différents modèles. On a les différents slides. Mais par rapport au contexte actuel, on est parti sur une seule squad avec une mutualisation plutôt regroupée autour des développeurs et des contraintes associées aux pratiques de développement. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets cœur métier qui sont arbitrés au profit de... Enfin, on a un gros effort à faire sur la digitalisation, sur les parcours, et les projets cœur métier en pâtissent. Et du coup, oui, on souhaiterait s'organiser en 3 squads, mais pour l'instant, dans un avenir proche, en tout cas, ce ne sera pas le cas. On espère d'ici 1 an et demi que ça reprendra, mais bon, voilà. Et oui, sur l'aspect safe... parce que là, tu pourrais mieux répondre que moi, mais en effet, oui, c'est de rejoindre ce train à l'échelle pour vraiment s'organiser. Alors, nous, à moyen terme, c'est rejoindre le train, mais je pense qu'à long terme, effectivement, il y a vraiment une ambition chez Crédit Agricole Assurance de s'organiser vraiment sur du mode produit, parce que là, encore une fois, on n'a pas encore embarqué le métier, mais... Il faut aussi qu'on arrive à embarquer le métier pour qu'on soit sur des trains avec des business owners et que de A à Z, la squad soit digital, data et cœur métier à la fois,
rassemble l'ensemble des blocs, quoi. Enfin, qu'on ait des trains qui rassemblent l'ensemble de ce type de trucs. Ça, c'est un peu les enjeux qu'on a d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, d'intégrer vraiment, on va dire, la coordination du digital et être un petit peu dans les mêmes éléments. Mais moi, je voyais plus loin le mode produit avec un mode capacitaire vraiment piloté par un business owner. Ça reste une intention aussi, mais à plus long terme. Nous avons le temps pour une dernière question. Eh ben, Merci à vous.